Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre aujourd'hui l'Afrique des Grands Lacs. L'Afrique des Grands Lacs, 2000 ans d'histoire, c'est le titre d'un livre de Jean-Pierre Chrétien qui a reçu le prix Augustin-Thierry au rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre de l'an 2000. Alors je lis en quatrième de couverture: tristement célèbre depuis le génocide rwandais de 1994, la région des Grands Lacs d'Afrique orientale demeure très peu connue. Et j'ajouterai même très peu connue par le public français qui a été assez mal informé lors du génocide de 1994 au Rwanda et même après. Alors pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quelle est la vie des peuples de cette région, nous avons demandé à Jean-Pierre Chrétien de nous en parler. Jean-Pierre Chrétien qui est l'un des rares historiens qui s'intéresse à l'Afrique. Très longtemps, l'Afrique était, si j'ose dire, une planète ethnographique. Les historiens ne s'intéressaient à ce continent que lorsque les Européens y arrivaient, histoire des explorations, histoire de la colonisation. Ça a quand même changé depuis un demi-siècle, disons. C'est sans doute lié à l'émancipation politique aussi de l'Afrique, mais disons qu'il y a maintenant non seulement des étrangers, mais de plus en plus d'historiens africains dans les universités qui travaillent en historien sur l'Afrique. Et effectivement, j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'on travaille sur l'Afrique ou qu'on vous identifie comme africaniste qu'on n'est pas spécialisé dans une discipline précise. En l'occurrence, moi je suis historien, j'insiste beaucoup là-dessus. La région des Grands Lacs évoque les lacs Victoria, Tanganyika, Kivu, etc. C'est donc à 2000 km de l'océan Atlantique et à plus de 1000 km de l'océan Indien, à cheval sur les États actuels que sont le Congo, l'ancien Zaïre, le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda et aussi le nord-ouest de la Tanzanie actuelle. Avant le génocide de 1994 au Rwanda, il y a eu d'autres crises qui épisodiquement faisaient apparaître cette région, et notamment le Rwanda et le Burundi, à la une des journaux. Mais avant cela, effectivement, cette région baignait plutôt dans une espèce de fantasmagorie merveilleuse. Les quelques écrits parus en France évoquaient surtout les sources du Nil. C'était la tradition des explorations, l'époque de Stanley et Livingstone, l'époque, j'allais dire, de 5 semaines en ballon de Jules Verne aussi. Enfin, c'était un monde un peu merveilleux et étrange. C'était celui des mines du roi Salomon, que des gens avaient vu dans les années 1950 en France. Et puis tout à coup, c'est plutôt la tragédie qui s'est imposée. Mais dans tous les cas, c'est, disons, à la fois, c'est l'émotion et l'imaginaire qui ont pesé lourdement. Il y a un danger aussi à l'occasion de ces tragédies, c'est que le sentiment écrase tout, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de poids de l'idéologie, de la mémoire, etc. Alors, les interrogations historiques sont tout à fait bienvenues, selon moi. Auparavant, c'était plutôt intellectuel, c'était au fond, que se cache-t-il derrière cette région sur laquelle on rêve un peu trop, et maintenant, c'est comment cela a été possible. Quelle est l'histoire qui a porté cette région d'Afrique à cette horreur? On a donné l'impression d'une fatalité. On a donné l'impression qu'il y avait un atavisme opposant certaines populations, certaines composantes des populations de la région, en l'occurrence les Hutus et les Tutsis du Rwanda et du Burundi, et que cela avait dû être de tout temps et que périodiquement ressurgissait cette haine ancestrale. On continue de temps en temps à lire cela. Et donc le problème était de rappeler que de tels massacres n'avaient pas eu lieu autrefois, de comprendre comment cela a été possible, et donc d'avoir une démarche, une interrogation historique, effectivement. Si on parle de région des Grands Lacs, ce n'est pas pour le plaisir sur la carte de tracer un cercle passant par les lacs, c'est parce qu'effectivement, vous avez un ensemble de populations, dans les pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Est du Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, etc., qui parlent des langues très très proches les unes des autres, des langues bantoues, mais en plus avec souvent intercompréhension. Parfois, c'est la différence qui existe entre le français et le québécois, enfin, parfois entre le français et l'italien, si vous voulez. Donc là, on a un foyer culturel très ancien et je dirais très homogène sur ce plan-là. Et puis il y a une histoire plus à moyenne durée, disons, qui est politique.
et dont les débuts sont pas faciles à fixer parce que nous avons là des traditions orales qui, plus on remonte dans le temps, plus elles deviennent légendaires, disons. Elles prennent une forme de l'Iliade et l'Odyssée ou la chanson de Roland. Alors, on a en tout cas des sources très précises jusqu'au XVIIIe siècle, parfois XVIIe siècle. En amont, on ne sait pas très bien, mais il semble qu'on puisse affirmer que vers le XVIe, XVIIe siècle, il se passe des choses dans cette région. Il y a des cristallisations politiques. Alors, il y a eu une époque, je ne sais pas si on en reparlera, parce que ça joue un rôle jusqu'à aujourd'hui dans les idéologies, où on associait cette émergence des royaumes à une invasion extérieure. L'idée que des Bantous n'étaient incapables de bâtir des États, qu'il fallait qu'il y ait eu une invasion venue d'Éthiopie ou d'Égypte, et donc on l'associait avec la composante pastorale, c'est-à-dire les catégories Tutsi et Ima dans plusieurs de ces royaumes, avec cette conquête supposée. Aujourd'hui, on en est revenu. D'abord, il existe des formations politiques dans d'autres régions de langue bantoue, par exemple le royaume de Congo, les formations politiques autour de Zimbabwe au Zimbabwe actuel. Bon, donc il y a eu un moment, pour des raisons économiques, écologiques, guerrières, on ne sait pas, une cristallisation d'autorités tendant à centraliser le contrôle des populations, mais au départ, manifestement, ces autorités ont une forte charge religieuse. Ce sont des pouvoirs qui sont branchés sur des cultes, sur des croyances, et qui font des souverains des personnages qu'on pourrait qualifier de médiums, qui jouent un rôle intermédiaire entre le surnaturel et la nature, qui sont considérés comme des garants de la santé de la collectivité. Mais dans les sociétés anciennes, il y a une connotation, disons dans l'imaginaire social, les uns sont plutôt les gens de la vache, les Tutsis, les autres les gens de la houe, de l'agriculture, les Hutus. Alors, à cet imaginaire social et à cette réalité, la présence plus importante du bétail, des vaches chez les Tutsis que chez les Hutus, s'ajoute l'aspect politique, puisque justement ce sont des royaumes. Et dans le cas justement du Rwanda et du Burundi, on voit comment l'utilisation du bétail, richesse mobilière, richesse des contrats, la dot dans les mariages, des contrats de clientèle, de dépendance fondés sur le don de têtes de bétail, comment ce bétail est un outil d'influence sociale et de pouvoir. Et donc comment autour des royautés se bâtit une aristocratie, si on peut dire, qui est essentiellement pastorale, dont le fer de lance de l'influence sociale et le bétail. Alors ça ne veut pas dire que tous les Tutsis sont aristocrates, c'est seulement quelques pourcents, 5 à 10%, plutôt 5% que 10% d'ailleurs, et ça ne veut pas dire qu'il y a une espèce d'antagonisme radical, essentiel, opposant les uns aux autres. Mais quand on parle de Tutsis, par exemple dans le Rwanda du XVIIIe ou du XIXe siècle, on pense quand même à des gens qui ont un rang social plus digne, à tel point que vous avez des familles Hutus influentes, puissantes, au moment où elles entrent, si on peut dire, plus directement sous le contrôle de la monarchie, de la cour royale centrale, se tutsisent. Donc on change de statut. Alors vous voyez, c'est une réalité complexe, puisque d'une part, elle fait appel à l'hérédité, on est Tutsi ou Hutu par le père, en voie patrilinéaire, mais elle fait appel aussi à un imaginaire socio-économique, et puis à ce rapport politique qui voudrait que le Tutsi soit plutôt du côté des dirigeants et le Hutu plutôt du côté des dominés. Les Européens n'ont pas inventé les Hutus, les Tutsis, mais ils ont pris en charge, les Européens ça veut dire les Anglais en Ouganda, ça veut dire les Belges du côté du Congo, puis au Rwanda et au Burundi, et à un moment les Allemands, avant 1914. Ils ont pris en compte cette société, ils ont constaté l'existence des royaumes, ils ont voulu les utiliser selon un système d'administration indirecte, comme on disait, tout cela est très banal. Ce qui est moins banal, c'est qu'ils ont eu une interprétation raciale que j'ai déjà un peu évoquée de cette situation, c'est-à-dire l'idée que les Tutsis constituaient racialement, dans le langage de l'époque, un groupe supérieur, quasi intermédiaire entre les Blancs et les Noirs. On parlait parfois d'Européens noirs, par exemple,
exemple, pour parler des Tutsis. Alors, donc, ils ont systématisé, j'allais dire, les privilèges que pouvaient avoir déjà des aristocraties, des groupes aristocratiques Tutsis, en excluant encore davantage les Hutus des allées du pouvoir, le pouvoir contrôlé, bien sûr, par le colonisateur, et puis en le justifiant, en le théorisant, et alors les écrits fleurissent, c'est véritablement lancinant sur le grand Tutsi supérieur, plus intelligent, plus fait pour gouverner, opposé aux Hutus, plus tassé, plus sombre, plus insouciant, fait pour travailler, enfin. Alors cela a beaucoup impressionné, surtout les premières générations instruites, fût-ce au niveau simplement primaire ou dans les séminaires, etc. Donc il y a eu un regard européen utilitaire, marqué par l'anthropologie raciale de l'époque, et qui s'est articulé sur le fonctionnement de cette société, et qui a influencé la première génération instruite. Donc il y a eu une sorte d'intériorisation de ce discours. Les religieux, c'est-à-dire les missionnaires catholiques et protestants, surtout catholiques dans le cas du Rwanda et du Burundi, en Ouganda c'est partagé, ont joué un grand rôle tout simplement. Il ne faut pas y chercher un complot, parce que ce sont, si j'ose dire, les intellectuels présents sur le terrain. Ce sont ceux qui sont en contact avec la population, ce sont ceux qui écrivent, qui informent, qui ont des liaisons d'une colonie à l'autre, et ce sont les écrits des missionnaires, et en français, en anglais, en allemand à une certaine époque, qui ont eu une grosse influence. Ce sont les clercs, si on peut employer ce mot médiéval, face aux militaires, aux administrateurs coloniaux, qui au fond lisent ce qu'écrivent les missionnaires qui publient les premiers dictionnaires, qui publient des recueils de contes, etc., qui connaissent d'ailleurs effectivement mieux la société, mais qui partagent la culture de leur époque. Quand ils partent en Afrique, ils ont lu ce qu'ont lu tous les Européens à l'époque, et c'est un discours racial qui domine. Donc ils ont joué un rôle du point de vue de l'information, de la diffusion de ces idées. Et d'autre part, ces idées leur plaisaient parce que ils essayaient, avec de bons sentiments, de placer les populations qu'ils avaient à évangéliser dans l'arbre des tables des nations de la Genèse. Au nom de l'unité de l'espèce humaine, tous les peuples devaient être placés parmi des descendants de Noé. Là, en l'occurrence, c'était les descendants de Cam en Afrique, selon le discours de l'époque. Et alors, on a subdivisé. Les Hutus étaient plutôt issus de telle branche, les Tutsis de telle branche. Certains souverains de l'Ouganda, par exemple, se sont laissés même convaincre que parmi la lignée de leurs ancêtres, on pouvait déboucher sur Cush ou Misraïm, issus de Cam, etc. Donc, pour les missionnaires, c'était très satisfaisant. Ils défendaient l'unité de l'espèce humaine, mais en classant les gens de cette façon. Alors, donc, ça c'est l'acquis culturel et scientifique. Ce qui est plus grave, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la responsabilité au niveau scolaire. C'est d'avoir introduit, j'allais dire, l'orgueil d'un côté, la frustration de l'autre chez leurs élèves, parce qu'il faut se mettre à la place des élèves Hutus ou Tutsis au Rwanda, lisant que les Tutsis sont faits pour gouverner, les Hutus pour servir. Alors, la situation donc de cette première élite a été très, très malsaine sur ce plan. Et alors, justement, ce qui est un peu désagréable à constater dans le cas du Rwanda, c'est que pendant des décennies, l'Église s'est investie sur la supériorité Tutsi, en faisant des Tutsis les bergers qui devaient conduire le peuple rwandais vers le Christ. Je reprends les formules de l'époque. Et tout à coup, dans les années 50, il y a eu un revirement total. Et au nom d'un idéal, je dirais, démocrate chrétien, c'est l'élite Hutu qui jusqu'alors avait été vraiment, j'allais dire, maltraité, qui est soutenu, appuyé, notamment par effectivement, le leader de ce mouvement était l'évêque suisse André Pérodin, vicaire apostolique, enfin l'évêque donc du Rwanda, et qui a appuyé avec toute une série de missionnaires le mouvement révolutionnaire Hutu, la révolution de 59 au Rwanda. Donc au moment où après la Seconde Guerre mondiale et avec
un certain frémissement, disons, dans les années 50, dans ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. On s'aperçoit qu'on va vers une émancipation. Le Vatican prend position d'ailleurs pour une émancipation des colonies. Donc à ce moment-là, c'est l'Église encore qui joue un rôle important. Mais comme elle se heurte à une élite nationaliste, celle qu'elle a formée, mais qui est essentiellement Tutsi, elle se cherche une contre-élite plus docile, parce que les Hutus, évidemment, ont intérêt à mettre en cause non seulement le système colonial, mais d'abord les privilèges Tutsis qui ont été forgés par le système colonial. C'est ça la contradiction. Et donc le rôle de l'Église qui a accompagné le système colonial reste très important au moment de la décolonisation. Et dans le cas rwandais, qui a quand même été le phare de cette région, et pour le meilleur et pour le pire, là en l'occurrence pour le pire, l'Église continue à jouer un rôle. Et donc je disais pour le pire parce que les autorités missionnaires ne remettent pas en cause le schéma racial. C'est-à-dire que on souligne l'infériorité sociale des Hutus, la façon dont ils sont maltraités, dont ils n'obtiennent pas les droits auxquels ils pourraient prétendre, mais on maintient le discours des races. Et on dit, et au fond, le pouvoir de la minorité Tutsi conquérante féodale doit être remplacé par le pouvoir du peuple Hutu paysan majoritaire. Et donc on plaque un discours social chrétien, sur l'ancien discours racial qu'on ne remet pas en cause. Alors, la révolution rwandaise de 59, souvent a été comparée à 1789 en France, mais c'est un 1789 où on aurait maintenu les ordres, simplement en renversant les rôles, c'est-à-dire les Hutus devenant dominants et les Tutsis étant mis dans un ghetto minoritaire. La nouvelle république Hutu, qui remplace la monarchie Tutsi, maintient les catégorisations ethniques, ne les abolit pas, les maintient sur les papiers d'identité, les maintient dans un système de quotas qui va peu à peu se sophistiquer, et donc remplace la discrimination dont souffraient les Hutus par une nouvelle discrimination à l'égard de la minorité Tutsi. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est que cette minorité Tutsi fait figure rapidement de bouc émissaire, c'est-à-dire que le régime rwandais, comme tous les autres régimes en Afrique, en particulier à l'époque, a des problèmes. Il a des problèmes de manque de cadres, manque d'investissement, pouvoir qui n'arrive pas à fonctionner de façon réellement démocratique. Et donc, chaque fois qu'il y a des crises, des problèmes, le bouc émissaire est présent, c'est le Tutsi qui est responsable de tout. Cela apparaît à plusieurs moments, ça apparaît notamment, effectivement, en 63-64, et il y a eu comme la moitié des Tutsis à peu près du Rwanda avaient dû émigrer à l'étranger. Certains d'entre eux ont tenté un raid, mais vraiment une opération aventurière et très, très marginale, et ce raid a été facilement brisé, mais on en a profité pour aussitôt s'en prendre globalement à tous les Tutsis. Il y a eu des massacres très graves en 64. À l'époque, Bertrand Russell avait parlé d'un génocide aussi grave que celui des Juifs, enfin, etc. Donc il y avait eu une émotion à ce moment-là, mais qui était vite étouffée. Et puis ça a recommencé en 73. Vous voyez, ce pays est entré dans un engrenage où l'obsession ethnique, puisque c'est le mot qui est de plus en plus employé pour caractériser ces identités Hutu et Tutsi, devient omniprésente, obsédante, où la vengeance, la mémoire des morts, la peur, la haine, etc., envahissent le champ politique. On est en présence non seulement de massacres massifs, mais dont les auteurs ont présenté ça comme une grande colère au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie au président Habyalimana à Kigali le 6 avril 1994. Et en fait, on voit bien que c'est organisé, on voit bien que c'est systématisé, que les massacres ont toujours lieu couverts par des autorités locales, administratives, militaires, que l'armée et les forces de l'ordre sont là, qu'on assiste
de façon récurrente à toujours le même processus, les Tutsis qui sont peu à peu, si j'ose dire, rabattus comme un gibier vers des lieux publics, des églises, des stades, etc., puis qui après sont massacrés. Il y a donc un côté à la fois massif, systématique, organisé, sur lequel on a des documents. Il y a un livre remarquable édité par la Fédération internationale des droits de l'homme, coordonné par une collègue américaine qui s'appelle Alison Desforges, une historienne, qui s'appelle en français Aucun témoin ne doit survivre. Et vraiment, c'est un dossier remarquable sur cette affaire. Et puis, il y a toute la propagande, toute l'idéologie raciste qui l'accompagne. Il y a quelques années, avec d'autres collègues, on avait sorti ce livre sur les médias du génocide, où on voit littéralement, dans les années 90 à 94, le génocide fonctionner dans une propagande, dans un imaginaire, dans un vocabulaire où sans arrêt les Tutsis sont traités de rats, de serpents, de cancrelats, de races maudites, etc. Et donc on est en présence effectivement d'un génocide et pas d'un n'importe quel massacre, d'un génocide des Tutsis au cours duquel on a massacré aussi des Hutus, considérés comme complices, considérés comme ne voulant pas y participer, parce qu'un des aspects, j'allais dire, diaboliques de ce génocide, c'est qu'il a fait, autour de 800 000 morts, mais qu'il a aussi, systématiquement aussi, c'est intéressant à noter et c'est tragique, il a systématiquement impliqué le maximum de gens. Il y a le maximum de Hutus que l'on a conduisait par différentes pressions, par l'attrait du pillage, par une propagande, parfois par la contrainte, que l'on amenait sur les barrières, que l'on amenait à contrôler les routes, à participer à la recherche des Tutsis. Et donc même si tous les Hutus qui étaient dans ces groupes ne tuaient pas, ils étaient là, d'où une implication, et je crois que c'est ce qui était recherché. L'objectif des organisateurs du génocide, c'était aussi de ressouder tous les Hutus autour d'un groupe extrémiste, celui qui avait le pouvoir à ce moment-là. En France, on a vu au contraire des gens, même de gauche, qui, avec une certaine naïveté peut-être, au niveau des autorités avec un certain cynisme, on a vu ces milieux français reprendre ce vieux discours qui normalement devrait sonner très mal dans des oreilles, j'allais dire jacobines, c'est-à-dire l'idée de l'ethnicité, des mouvements sociaux fondés sur des revendications où sont en cause des groupes héréditaires, le communautarisme, tout ça, c'est critiqué tous les jours dans la pensée politique française, et autour de la notion d'identité nationale, etc., le débat sur les langues, etc. Et là, vraiment, on a adhéré à ces thèses, les Tutsis sont devenus des Khmers noirs dans une certaine propagande, le peuple Hutu majoritaire, on a repris ce discours. Alors, moi je dois dire que je n'ai pas compris, je ne suis pas le seul à ne pas avoir compris cette sorte d'aveuglement, d'adhésion à des thèses tout à fait antinomiques avec ce qui constituait le cœur de la culture politique française. L'interprétation raciale a le mérite de la fausse clarté, et effectivement elle fonctionne bien dans certains discours médiatiques, mais aussi dans les propagandes de la région. Et on voit aujourd'hui comment au Congo, comment au Zimbabwe du président Mugabe, ce discours revient. Et un discours dangereux, un discours racial qui évoque celui des africanistes, enfin du début du XXe siècle, et à la limite que l'on retrouve même en Côte d'Ivoire quand il est question d'autochtonie et d'allogène. Tous ces vieux discours sur les peuples forestiers, les peuples sahéliens, les Bantous et les Nilotes, toutes ces choses que l'on croyait dépassées, que les scientifiques, non seulement les historiens, mais les géographes, les linguistes, les anthropologues ont remis en cause depuis des décennies, maintenant, est aux premières lignes, j'allais dire, des propagandes politiques dans la région. C'est vraiment inquiétant. Je pense que là, effectivement, le regard extérieur, les discours que nous tenons dans le monde scientifique, dans le monde médiatique, culturel, sont importants aussi, parce que va-t-on cautionner cela ou va-t-on garder la distance critique nécessaire? L'exercice critique du métier d'historien, cette espèce de remise en cause des schémas,
de démonstration du changement. Au fond, l'histoire montre que les choses ne sont jamais jouées, qu'il y a des ruptures, etc. Je pense que là, il y a une pédagogie utile et que on peut jouer un rôle. Mais c'est difficile parce que quoi qu'on dise, dans les situations extrêmes, les situations passionnelles, on est toujours classé. On va toujours être pro-israélien ou pro-arabe, si j'ose dire. Quoi qu'on écrive sur le Proche-Orient, on va essayer de vous classer. C'est la même chose dans cette région. Il est très difficile, selon les sujets qu'on aborde, de ne pas être aussitôt classé. Ou alors, si tout à coup on dit quelque chose qui surprend un camp, il va dire tiens, vous avez changé de camp, en fait, etc. C'est un exercice difficile que connaissent tous les gens qui écrivent sur une histoire ayant des prolongements dans le temps présent. Pour terminer, je voudrais remercier donc Jean-Pierre Chrétien d'avoir participé à cette émission et citer encore quelques livres qu'il a publiés aux éditions Cartala. Le défi de l'ethnisme, Burundi, l'histoire retrouvée, publié en 1993. Un livre de témoignages intéressant qui a été publié en 1995 par Marc Vetter, qui nous a quittés aujourd'hui. Ce livre s'appelait « Je n'ai pas pu les sauver tous ». Et enfin, un livre de François-Xavier Verschave, Noir Silence, qui est paru il y a peu de temps. Plusieurs chapitres sont consacrés à la région des Grands Lacs. Et François-Xavier Verschave nous rappelle comment la France s'est laissée piéger à financer, armer et protéger les auteurs du génocide de 1994. Alors merci à tous. Ciao, ciao les internautes. For us to go to the moon before.